contrairement à Camille, je l'ai su qu'à mes 23 ans, donc déjà ça entraîne beaucoup de différences. Mais c'était surtout une différence qui était très invisibilisée, dont j'avais pas du tout conscience. La seule chose dont j'ai pris conscience plus tard, c'est il y avait cette sensation constante. Vous savez, quand on court trop et que ça fait une espèce de sensation dans la bouche. Donc voilà, documentaire réalisé par mes soins avec l'aide de Morgane et Alizé qui font partie du groupe Heredola et qui ont mis en place comment on peut appeler ça, cette initiative, ce projet, ouais. Ouais, vous pouvez commencer à prendre les micros, faut bien qu'on parle dedans. Donc, qui ont mis en forme ces projets. On est un peu désarçonnés parce que là, pendant la coupure, ma chaise a pété. Donc ça, vous n'avez pas vu dans le live. Je me suis cassé la gueule là devant tout le monde. C'était assez cocasse. Et du coup, Morgane, Alizé, vous faites partie de la formation d'Etchari, du coup, à Ustaritz, c'est ça? Formation développement? Oui, c'est ça. On est en deuxième année, du coup, de formation éducateur spécialisé. Okay, c'est ça. Vous êtes dans la même promo que Clément, c'est ça? Oui, exactement. Chez Unafim, Clément, vite fait. Qu'on le voit à l'antenne un petit peu. Voilà, le beau Clément. Oh, c'est un moment de gloire. Qu'il est beau. Donc, ouais, vous avez mis en place ce projet, du coup, et vous m'avez fait appel pour faire une vidéo de tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un peu le projet? Du coup, donc c'est dans le cadre de notre formation, on avait donc ce projet à monter. Donc, on devait choisir chacun des différents groupes de la promo, un public auprès duquel on voulait créer un projet dans le but, soit d'améliorer, soit de créer quelque chose qui avait jamais été fait, de sensibiliser. Et du coup, nous, on a décidé dans le groupe à l'unanimité de travailler sur les troubles du spectre autistique. Parce que en fait, c'était un sujet qu'on connaissait très peu. Et du coup, on a voulu aller se renseigner et voir ce qu'on pouvait faire des informations qu'on a trouvées, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, vous avez mis plusieurs ateliers en place? On a mis plusieurs ateliers en place, mais suite à un diagnostic de territoire, du coup, on s'est renseigné qu'est-ce qui se faisait dans la région, en fait, vis-à-vis du public. Okay. Et suite au diagnostic et au résultat de diagnostic, on a pu du coup contacter plusieurs associations ou structures pour nous aider à construire notre projet. Et quand on a trouvé donc nos partenaires, qui étaient notamment pour le lycée Louis Defoy à Bayonne, on a pu échanger sur comment on allait mettre en place du coup tout ça. Et donc, on a pu faire intervenir ces associations, notamment pour informer les étudiants de la classe. Ok, voilà. Trop bien, ok. Et notamment, il y avait... Ouais, tu veux le compléter, Morgane? Ouais, du coup, je voulais juste te dire, en fait, ce forum, on a réussi à le faire donc grâce à Madame Billet, qui est juste là, qui nous a permis, du coup, d'entrer dans un lycée, ce qui n'est pas forcément évident. Et on a décidé de faire donc un forum où il y avait plusieurs ateliers, donc comme vous avez pu voir dans le reportage de tout à l'heure, avec vraiment des parties sensibilisation à la théorie de qu'est-ce que c'est l'autisme, et après il y avait une partie de témoignage, donc avec des personnes qui ont témoigné même face caméra dans le reportage, et un atelier de surcharge sensorielle qui permet aux personnes de pouvoir avoir un aperçu de ce que peut être en fait les problématiques liées à ces troubles-là. Et en fait, ça a quand même relativement bien marché au sein du lycée. Ouais, ça a plu aux lycéens au final, ouais. Ouais, franchement, on a eu des bons retours, quoi. Ouais. Et puis même, ça s'est bien passé pendant le forum, en fait. Ouais, tout s'est bien passé. ouais. Et puis pour les quelques élèves que j'ai interviewés, ouais, j'ai vu qu'il y avait un vrai... Enfin, ils ont découvert vachement de choses, quoi. C'est vrai que c'est un trouble qu'on connaît pas assez, quand même. Et du coup, vous avez fait appel à des associations, dont Cédric, qui est là. Voilà. On va présenter Cédric. Bonjour Cédric. Oui, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc toi, tu es membre de l'association Infotisme, c'est ça? C'est ça, ouais, fondateur, président de l'association Infotisme. Ok. Voilà, où moi je suis papa d'un enfant TSA. D'accord. Qui a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Et moi, mon association, elle est venue parce qu'on s'est rendu compte qu'on connaissait absolument rien à l'autisme.
Et même au-delà de ça, c'est qu'on avait une connaissance même erronée. Quand on a commencé à se renseigner, bon, déjà on nous l'a annoncé, on tombe, c'est pas l'autisme, pour moi c'était Rayman, quoi. Voilà, Ouais. c'était ça concrètement. Bien sûr. Et puis petit à petit, en cherchant, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout informé et que personne, il n'y avait pas assez de sensibilisation. Et de là, on a décidé de monter l'association, on s'est formé. Et donc, du coup, on fait de la sensibilisation, nous, dans les écoles, les crèches, les centres de loisirs. Et donc, du coup, on a participé avec grand plaisir à ce superbe projet. Trop bien. Parce que, voilà, ça a sensibilisé pas mal de jeunes. Et c'est vraiment très, très sympa. Parce que du coup, tu as dû te former un peu sur le tas. J'imagine que tu n'avais pas trop d'infos avant d'avoir un diagnostic. Alors, j'avais zéro info. Moi, je me suis renseigné. Alors, moi, mon enfant a été suivi en CAMS. Il a été diagnostiqué très jeune, quoi, à l'âge de 2 ans et demi. Donc, il y a tout un processus d'accompagnement qui a été mis en place avec des ergothérapeutes, des éducateurs, éducatrices spécialisés, tout plein de professionnels de santé. Il faut savoir que plus tôt c'est décelé, on peut agir sur certains symptômes et améliorer parfois l'autonomie pour plus tard. La plasticité cérébrale de l'enfant, le fait que quand c'est pris en bas âge, ça peut améliorer le quotidien pour le futur. Et moi, je me suis formé universitairement, je suis des formations. Et puis, moi, j'ai été diagnostiqué en novembre 2019 aussi. D'accord, ok. Ouais. J'aurais jamais fait la démarche si j'avais pas eu mon fils. Ah, c'est marrant ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te faire diagnostiquer Eh ben, au fur et à mesure quand j'ai creusé sur l'autisme, j'ai dit, ça a commencé à me parler un peu plus. Et puis, au fur et à mesure, en discutant aussi avec des amis, du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes de TSA. Et en discutant avec des amis, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, tu devrais. Et puis j'y suis allé, et voilà. Et après, pour moi personnellement, bon, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'avais pas énormément de difficultés, beaucoup sensoriellement, on va dire. Mais par contre, ça m'a donné de l'espoir par rapport à mon fils. Aujourd'hui, j'ai une maison, un travail, je suis papa, et, j'ai fait du sport, et voilà. Ouais. Donc c'est super. Ça n'a pas été un frein dans ta vie, quoi. Non, parce qu'après on s'adapte quand voilà, on s'adapte et après moi je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que j'ai pas eu d'énormes difficultés parce que plus il y a de difficultés, mais moins il y a de prise en charge parce que il y a pas beaucoup de moyens et c'est là où ça devient compliqué. Ok. Ok. Bon, en tout cas, merci de nous raconter tout ça. Donc, Infotisme, ça s'appelle ? Infotisme. C'est ça, il y a un site internet Il y a un site internet, après on est présent sur les réseaux sociaux. Aussi, voilà. Et puis nous, on est contacté par les familles en difficulté qu'on va accompagner, on va essayer de les aider du mieux qu'on peut. Et on fait, voilà, ça peut aller jusqu'à l'obtention d'un diagnostic et à de l'aide, voilà, sur administrativement, juridiquement. Voilà. Okay. Si on peut, on fait. Bah top. S'il y en a qui nous regardent, qui ont besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à appeler l'association Infotisme. Voilà. Merci. On va regarder à ma droite un petit peu. Donc on a Nathalie, salut. Alors votre micro, où est-ce qu'il est ? Il est là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le live tient ? C'est bon Cédric ? Tout va bien ? Tout roule ? Pour l'instant, tout roule. Super. Pareil, sur le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai mon téléphone, là, je peux les voir et vous répondre directement tant que les gens sont là avec moi. Donc, Nathalie, tu es enseignante spécialisée, du coup, et tu coordonnes la scolarisation de jeunes avec des troubles autistiques. Oui. Bon, alors, Est-ce que je me suis trompé ? Non, c'est ça. Bon. C'est le jargon de l'éducation nationale, mais dit plus simplement... je travaille dans les 4 lycées du secteur, et lycée général et technologique, et j'essaye de faire au mieux pour que des jeunes qui ont une reconnaissance avec un trouble autistique puissent suivre et réussir leur scolarité dans les meilleures conditions. Voilà. Donc je fais une coordination entre les collègues, les enseignants, pour que des fois il y ait des aménagements qui soient faits. Surtout, je rencontre les jeunes individuellement. Et ça, c'est génial. Et puis, les parents, la famille, quand il y a besoin aussi, bien sûr. Et puis, des fois aussi, les soignants, quand il y a une prise en charge. Voilà. D'accord. En fait. Ok. Bah, heureusement que tu es là. Enfin, je pense que c'est... Je sais pas, je fais de mon mieux en tout cas. Et puis, j'adore ce que je fais. Ouais, c'est top. Et du coup, tu nous as ramené avec toi... Eh bien, oui, à côté de moi, il y a Adèle. Adèle, ouais.
Adèle Une et élève. Émilie, sa maman, du coup. Et Émilie, sa maman, exactement. C'est ça. Émilie, du coup, toi, tu étais une ancienne éducatrice spécialisée. Que le câble passe, c'est bon. Bonjour. Bonjour, Émilie. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai un parcours de 20 ans dans le cadre du médico-social en tant qu'éducatrice spécialisée. Et je me suis reconvertie il y a 2 ans en tant qu'artiste photographe. Et je pense que ma petite étoile était là à ce moment-là, puisque en fait, juste après, on a dû donc en fait accompagner notre fille vers un bilan, un diagnostic pour le TSA. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que je travaillais auprès d'enfants autistes. Donc j'ai bossé pendant 10 ans pour l'association Chrysalide à Bayonne. Donc j'étais ultra formée, hyper formée à l'autisme, hein, clairement. Mais à aucun moment, je me suis posé la question de savoir si ma fille... Enfin, même, voilà, il n'y a jamais eu un questionnement par Il rapport n'y a à jamais ça. eu aucun lien entre ta fille Non, et l'éducation rien. spécialisée. Nous, D'accord. on savait qu'il y avait du haut potentiel, ça c'était sûr, depuis qu'elle était toute petite. Bon, c'est une artiste, hein, clairement, Ouais. depuis qu'elle est toute petite, dans sa façon de raisonner, tout ça, voilà. Ok. Et donc, voilà, et finalement, voilà, donc comme quoi, en fait, j'ai surtout découvert que je connaissais pas le TSA au féminin et que les femmes avaient des capacités d'adaptation et de compensation qui étaient vraiment énormes. Et j'ai commencé à me poser des questions en fait en regardant des vidéos de Julie Dachez qui parle très bien de l'autisme et qui a été diagnostiquée sur le tard elle aussi. Et c'est là où on se dit ah oui, potentiellement c'est peut-être possible que ma fille puisse avoir un TSA. On se pose même la question pour soi-même en fait sur le moment aussi, hein, clairement. Donc Ouais, un peu comme bah ouais, Cédric on est pour le obligé coup. quoi, parce que c'est tellement ça passe à la trappe quoi en Ouais, fait. Hein, mais donc, c'est marrant que tu dis ça. Même ouais. moi, en réalisant Mm. le documentaire et avec le témoignage de Kai et j'ai oublié Camille, c'est ça. Leur témoignage, moi, il y a beaucoup de choses qui disaient qui, même moi, résonnaient un petit peu en moi. Mm. Alors, j'ai aucun diagnostic, rien du tout, mais il y a plein de choses qui me parlaient. Surtout, Kai, à un moment, elle parle dans le reportage d'espèces de moments chaotiques. Elle parle que c'est pas forcément négatif, mais que c'est un truc où on se passionne de quelque chose et on va à fond là-dedans, quitte à oublier tout le reste, quoi. Et ça m'a vraiment questionné aussi en moi. Et non, bah ouais, on est tous, je pense qu'on est tous atteints de syndrome. Enfin, après, je suis pas un spécialiste moi, pour le coup sur la spécialisation, mais je pense qu'on a tous des syndromes un petit peu. Alors après, psychologie, c'est compliqué à expliquer, mais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc moi j'ai rencontré Nathalie dans le cadre de mon travail. D'accord. Et puis on continue notre petit bout de chemin ensemble aujourd'hui en accompagnant Adèle dans le cadre de sa scolarité. D'accord. Voilà. Bon, bah on parlait un peu avec Ouais. Adèle. Salut Adèle. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Ouais, ça va. Ça va? Pas trop stressé? Si. Ouais, moi aussi. T'inquiète, je suis bien stressé comme il faut. Bon, je suis mais- pas seule. Ça va. Ouais, ça va, t'es pas seul. On est au moins 2 à stresser. Ouais, plus, ouais, je pense qu'on est plein à stresser. Il y en a d'autres qui arrivent après, là, qui font les malins derrière, mais ils vont être stressés aussi. Du coup, comment t'as eu quelques idées des troubles que t'as pu avoir petit? Comment ça a pu se manifester dans ton enfance? Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, tout ce que je vivais était un peu normal en fait. Sauf que en fait, ça s'est passé par des périodes de mal-être très intenses au collège où je me posais la question, mais pourquoi les gens ils sont comme ça, ils sont normaux et moi j'arrive pas à être comme eux. Et en fait, pour moi, c'était un peu pas normal de se poser cette question. Mais j'étais pas la seule personne concernée. Et en fait, c'est vraiment ma mère qui m'a dit un jour, bah, en fait, on pense que t'es autiste. Et j'étais en mode, ok. Et au début, j'ai dit ok parce que je savais pas trop quoi en penser, mais en me renseignant sur la chose, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me font penser que. Et en me renseignant encore plus, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Tout ce mal-être, il vient de quelque part et il vient pas juste de quelques mal-être du collège. Mhm. Donc toi, c'est ça, t'as eu parfois dans ton enfance des grosses sensations de mal-être un peu inexpliquées. Ouais.
Est-ce que tu avais l'impression de pas être pareil que Ouais. les autres, pas normal, j'aime Bah, pas ce il y terme a, normal. il y a mais- des choses qui ont toujours été là, notamment l'hypersensibilité au bruit, au monde. On m'a toujours dit que j'étais pas, enfin, que j'avais du mal à m'inclure, enfin pas du mal à m'inclure, mais en groupe c'était toujours compliqué. Ouais. Et donc ça c'était un point qui effectivement était récurrent. Puis aussi, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'être super à fond dans quelque chose, ça aussi c'est un truc qui m'a vachement titillé quand même Ouais. sur le sujet. Ça... T'avais tendance à te perdre des fois dans des Ouais. trucs. Ouais, c'est... Ouais. Je me reconnais un peu, enfin moi ça me parle un peu ce que tu dis là. C'est vrai, des fois on a tendance à se focaliser sur des grosses périodes comme ça. Et du coup, tu as été diagnostiqué à peu près quand? Il y a 2 ans et demi, à peu près. Ok, Voilà, donc d'accord. c'est très récent. Là, tu es au lycée, c'est ça? Tu as 16 ans, tu es au Exactement. lycée à Canto. Oui. Et ça se passe bien, tu as des bonnes notes. Ça se passe très bien. Bon, bah nickel. Mais grâce à Nathalie, on va la remercier. Merci Nathalie. En fait, juste ce qu'elle veut dire, c'est que pour aller dans le concret, elle a un aménagement d'emploi du temps, puisqu'en fait, Adèle, elle est très fatigable, Ouais. en lien avec plein de choses qui te caractérisent, donc, dont son hypersensibilité et tout ce que ces caractéristiques lui demandent comme adaptation. Donc, en fait, s'il y a quelque chose à retenir, moi je trouve l'essentiel, c'est ça, c'est la suradaptation permanente. Et donc ça, c'est cause de grosse fatigue. Et du coup, ben, comme à côté de ça, vous l'avez entendu, elle est brillante. Le fait de pouvoir faire des cours à la maison, ça changera pas grand-chose dans ses résultats, mais par contre, pour elle, ça lui permet d'être en forme et de suivre sa scolarité comme n'importe quel élève. Voilà. Donc moi, je sers juste à ça, mais après, c'est toi, Adèle. Je sers à faire le lien, quoi. Non, mais Voilà. c'est trop bien. Et toi, Nathalie, notamment, est-ce que tu suis d'autres lycéens? Ouais, des lycéens et des étudiants aussi. Alors, en fait, je crois qu'en tout, il doit y avoir... je crois qu'ils sont 17 sur les 4 lycées. Bon, je les ai pas en tête, mais oui. Des élèves en seconde, en première, en terminale générale, en BTS. Des élèves en lycée pro aussi, parce que du coup, je donne aussi un petit coup de main sur les jeunes qui sont en lycée pro. Mhm. Voilà. Des filles, des garçons. Plus de garçons que de filles, parce qu'effectivement, je confirme ce que disait Émilie. Les filles on les diagnostique moins facilement parce qu'elles se suradaptent, parce qu'on le... Je ne sais pas si c'est inné chez la femme ou si c'est du domaine de l'éducation, mais en tout cas, on a développé une capacité à être en mimétisme. Mhm. Et donc, du coup, voilà. Donc, les filles, très concrètement, sur 17 lycéens étudiants, il y a 2 filles. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, les filles ont... Voilà. Pardon? Ouais, bah oui, vas-y, je t'en prie. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez, nous, on a interviewé aussi ce qui est passé dans le documentaire, une jeune femme, Aurélie, du coup, qui, elle, en fait, elle est passée, justement, la difficulté du diagnostic, elle y a vraiment été très confrontée, parce qu'elle a été diagnostiquée avant ça, je crois, bipolaire, enfin, en fait, elle a eu vraiment plein de diagnostics, et en fait, rien n'allait, à chaque fois, il n'y avait pas... Enfin, c'était pas la bonne solution, il n'y avait rien qui changeait en fait, et elle a été diagnostiquée très tard, je me rappelle plus à quel âge, mais vraiment elle était déjà adulte en fait, elle était déjà adulte quand elle a été diagnostiquée, et ça c'est une vraie problématique, nous dans les recherches qu'on a faites, en tout cas on s'est vite rendu compte que effectivement, c'est je crois sur... c'est 4 garçons pour une fille en termes de diagnostic, alors qu'en fait, je pense, là c'est mon avis très personnel, mais d'après des études même qui sont en cours, c'est que le diagnostic n'est pas forcément très adapté aux femmes, parce qu'effectivement il y a ce côté de suradaptation, ce côté de voilà, par rapport à la culture, par rapport à l'éducation, où on arrive beaucoup plus facilement en fait à s'adapter et à interagir, on va dire, et du coup le côté un peu peut-être réservé des filles ou un peu Ouais, puis vous avez ce truc aussi de... Vous devez toujours vous adapter, quoi, quand même, en tant que femme. Mais je sais que ce qui était ressorti, c'est que le fait que, en fait, ça va paraître plus
louche, on va dire, qu'un garçon soit très réservé, qu'il y ait ce truc-là, et du coup, on va de suite se poser des questions et peut-être ramener vers un diagnostic, alors qu'en fait, nous, en tant que filles, quand on est petite fille, Elle quand est on est... petite, elle est timide. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est moins... Enfin, en tout cas, dans les recherches qu'on a faites, c'est ce qui ressortait. C'est pour ça que c'était moins visible, moins présent. Tu m'as dit, le ratio, c'est combien de femmes hommes C'est diagnostiquées? une femme pour 4 hommes. Ouais, voilà. Alors, ça Actuellement. m'étonnerait que les femmes aient des prédispositions. Enfin, c'est juste qu'il y en a beaucoup moins qui sont repérées, quoi. C'est incroyable. Ouais, vas-y, Cédric. Oui, on dit que c'est une femme pour 4 hommes, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Ouais, bah ouais. Beaucoup plus. Et même au niveau du diagnostic, on part de très loin, quoi. Enfin, il y a une centaine d'années, on associait l'autisme à un symptôme secondaire de la schizophrénie. Ouais. Donc c'était traité avec des médicaments, on parlait de fous. Et ça, voilà, nous en France, on a énormément de retard sur le handicap et sur la notion d'autisme. Par rapport aux autres pays? Ah ouais. Ah ouais? Oui. Vous voyez, j'étais même pas au courant, ça. En 2005, on a été condamné par la Cour mondiale de la santé pour maltraitance envers les personnes autistes. On était avant-dernier après l'Argentine ou la Colombie, je sais plus. Donc il y a un retard qui est énorme. Il y a 20% des enfants autistes scolarisés en France. D'accord. Il n'y a que 20%. Il n'y a que 20%. Voilà. Waouh. 80% Elle en est belle, la Angleterre, France. 100% en Italie, 100% en Suède. Voilà. Ah ouais, 100%. Oh là là. D'accord, ah ouais, ça donne à Donc, réfléchir. Je pensais pas que la 20%, France, on était autant en retard. D'accord. Ouah, c'est fou. C'est fou. Et- Vas-y, je t'en prie. Juste ce que je voulais rajouter aussi, c'est justement aussi effectivement les grilles de diagnostic. En fait, aujourd'hui, elles ont été faites basées sur des études réalisées sur les garçons, donc absolument pas sur les filles. Et c'est aussi pour ça que c'est pas adapté en fait en termes d'analyse de comportement en fait. Et voilà. En tout cas, nous, par rapport à Adèle, justement, on s'est orienté vers un cabinet qui a créé ses propres grilles d'analyse pour diagnostiquer les femmes, enfin les filles D'accord. avec autisme. C'est sur Bordeaux. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Espace Sup. D'accord. Voilà. Ok. Et c'était hyper intéressant. Bon, si je peux me permettre Non, de mais rajouter vas-y, juste vas-y. un élément. Parce que, par exemple, quand elle a fait ses bilans pour le haut potentiel, le neuropsy qui l'a bilanté, dans la conclusion, a effectivement mis en évidence le haut potentiel, mais a aussi dit qu'il y avait pour lui absolument pas... que l'hypothèse de l'autisme n'était absolument pas présente, quoi. D'accord. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait, donc la neuropsy qui a bilanté Adèle, c'est qu'ils ont justement des grilles d'observation quand ils passent les tests, le WISC, donc c'est le test de quotient intellectuel. Et en fait, dans la façon qu'elle va avoir de répondre aux questions, de répondre à ce qui est attendu, là, ils peuvent détecter justement des particularités autistiques. Mais si on n'est pas formé à ça, on passe à côté en fait. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un gros manque de formation aussi des professionnels. Il faut vraiment savoir vers qui se diriger. Et voilà, quoi. C'est une réalité. Ah, on C'est est une réalité. bien en retard sur ce côté-là en France, quoi. Ouais. Parce que même le métier d'éducateur spécialisé, il est... c'est compliqué, j'ai l'impression aussi en France un petit peu, non? Si je dis ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les filles? Comment dire, oui, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a aussi les différents publics, leurs différents problèmes à eux, et du coup il y a beaucoup de choses aussi à développer pour chacun d'eux. Donc je pense que c'est avant tout aussi une méconnaissance et un manque de moyens. Ouais, Voilà, complètement. il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais Puis le diagnostic, il doit être compliqué à trouver, quoi. Surtout quand, comme vous disiez tout à l'heure, quoi, on peut être diagnostiqué bipolaire, puis schizophrène, ou c'est pas comme la grippe, quoi, ou comme le Covid, où juste on se met un truc dans la bouche et truc. Donc, pardon. Je crois que c'est 3 ans la moyenne. Vas-y dans le. Je crois que c'est 3 ans. C'est ça, non? Je ne prends pas la moyenne pour avoir un diagnostic. D'accord. Quand on commence, pour avoir... voilà. Après, ils mettent souvent le paquet sur les jeunes enfants. Et donc, après, quand on veut le faire à adulte, des fois, ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. C'est ça, parce qu'il y en a plein des diagnostics qui se font tard, quoi. Il y en a. Ça existe, quoi. Il y en a beaucoup. Après, Ouais. comme on en parle
beaucoup plus aussi, on entend beaucoup parler en ce moment aussi de Surdiagnostic. de surdiagnostic. Ouais, j'allais en parler. Et certaines fois aussi de peut-être faux diagnostic. Ouais. Voilà. Après, pour rebondir sur ce que disait, c'est dur le métier des LUXP. Moi, je suis devant leur métier, je suis ébahi parce que c'est un métier, ça peut. Alors, oui, ça sauve. Ça peut sauver, ça peut sauver des vies, quoi, ouais, complètement. Des enfants et des vies. Bon, c'est remarquable tout ce qui est fait par ces professionnels de santé et EduxP. Notamment, moi j'ai vu l'évolution de mon fils qui est rentré à l'école qui ne parlait pas et il a été suivi par les bons professionnels. Et aujourd'hui, il fait du sport, du rugby, il est à l'école. Il a quel âge ton fils? Il a 8 ans aujourd'hui. 8 ans. Okay. 8 ans, il a ses frères jumeaux qui sont en HPI, qui ont 6 ans. Et après, voilà, comme on disait aussi, la frontière, parfois, par rapport au diagnostic entre le HPI et l'autisme de niveau 1, voilà, c'est une déficience dit Asperger, comme on l'appelait avant. Par rapport à certains symptômes, la frontière, elle peut être limite aussi. Il peut y avoir aussi des erreurs de diagnostic. Parce que est-ce qu'il y a des grosses différences de caractéristiques entre, par exemple, tes fils HPI et ton fils atteint de TSA? Au niveau de la sensorialité, il peut y avoir. Après, il y a des similitudes dans certains domaines. Après, sur les relations sociales, voilà, c'est beaucoup plus présent chez mon fils qui était ça. D'accord. Ok. Vas-y. Juste dire une petite chose par rapport au retard qu'a la France sur les diagnostics, c'est aussi intimement lié à l'approche psychanalytique qui a duré très longtemps en France et c'est à ce niveau-là qu'on a pris du retard. Alors sans aller dans les détails, mais si les auditeurs ont envie de se renseigner là-dessus, mais ça vient intimement de là, quoi. Et maintenant, le retard, il faut le rattraper et voilà. Puis ça touche tout le monde aussi, de près ou de loin quand même, je trouve. Enfin, la question du diagnostic est très compliquée, ça c'est sûr. Et on peut avancer encore là-dessus, ouais. Complètement. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Tu veux parler un petit peu, Adèle? Je sais pas. Non, bah, si t'as rien à dire, si t'as un truc à dire. Comment ça se passe toi maintenant, tout ça? Je le prends mieux qu'avant. Et on remarque vraiment quelque chose entre le moment où il y a eu le diagnostic et avant. Parce que avant, je m'autorisais pas à me dire que effectivement j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de sortir d'une salle où il y avait trop de monde, etc. Que j'avais besoin de faire une pause. Maintenant, je le sais parce que je vois où ça mène quand je suis en surcharge. Et donc vraiment, il y a un décalage entre les deux qui est assez impressionnant. Voilà. Du coup, tu prends plus de temps pour toi, ou du moins tu conscientises ça et tu vas te prendre des pauses ou tu vas être plus... J'essaye. Ouais. En tout cas, ça te fait du bien. Oui. J'espère. Bon, bah, c'est top. On va parler de ton projet un petit peu, Émilie. Donc, pour le coup, moi, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Sens et qui a pour objectif de sensibiliser, justement. D'accord. De sensibiliser sur des sujets de société qui sont encore trop souvent dans l'ombre, soit par méconnaissance ou soit parce que c'est plus simple de se mettre des œillères, de savoir est-ce que c'est présent, mais on veut pas trop regarder ce qui se passe, quoi. Et voilà. Et je pars du principe dans le cadre de ce projet que pour sensibiliser, je me dis que le top, en fait, c'est de proposer une immersion sensorielle au public pour que quand ils viennent à l'expo, en fait, ils ressortent avec vraiment des choses en tête, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai réalisé là. Bon, le premier thème, en fait, de mon projet est rencontre avec le trouble autistique au féminin. Voilà, en lien avec... Qui est une vraie question, du coup. Comme voilà, tout à fait. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré 5 femmes qui ont été diagnostiquées très très tardivement, à 50, 52 ans, 35 ans, voilà. Et donc, je propose pour le coup, c'est un reportage photographique et sonore, et qui est proposé à l'exposition sous deux formats, pardon. Un format à projeter, donc qui est sous une forme de documentaire qui dure 20 minutes à peu près, et puis après sous la forme d'une expo classique avec les tirages, mais avec la bande son en fait
qui retrace les témoignages en fait des personnes que j'ai rencontrées. Voilà. On a le teaser justement voilà. de ton Et documentaire. c'est parfait. On va envoyer le teaser du documentaire. Si c'est bon pour toi, Cédric, quand tu veux. J'ai 52 ans et j'ai été diagnostiquée HPI puis autiste il y a 2 ans. Pendant beaucoup d'années, j'ai beaucoup pris sur moi. Et j'ai voulu montrer quelqu'un, c'était pas moi en fait. Mais j'ai toujours été en décalage. Émotionnellement, je me sens 100% du temps dans un espace de neutralité. Vraiment, ce qui me dérange le plus sont les bruits qui, pour certaines personnes, sont inaudibles. Mon cerveau, il fonctionne tout le temps qu'en hyper-analyse. Pour moi, les choses compliquées sont simples, les choses simples sont compliquées. Si je dois le résumer, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est très important cette histoire de avant les diagnostics et après. C'est comme dire « Oh non, j'ai passé 50 ans de ma vie à rien comprendre. Là maintenant, j'ai envie de le dire et dire bah, « Écoute, je suis autiste. Et oui, et ça se voit pas du tout. » Retour ici avec nous au sein du Toaster. Du coup, Émilie, ce projet, comment il t'est venu en tête au début T'as rencontré ces femmes-là avant de penser au projet ou c'est le projet qui t'a amené Non, c'est un projet. Je pense, qui est en moi depuis toujours, peut-être, certainement, mais voilà, j'avais pas forcément le temps de le mettre en place puisque je travaillais, j'étais éduque. Voilà, maman, 3 enfants, voilà. Hein, donc, donc clairement après, voilà, quand je me suis reconvertie, je savais que je voulais mettre en place un projet de sensibilisation comme ça, parce que je trouve hyper important de faire passer des messages en fait. Et voilà. Et en fait, ce projet, c'est ce à quoi moi j'aspire dans ma vie. En fait, c'est c'est mon côté social, le fait de rencontrer des personnes. D'aller à la rencontre de la différence aussi et d'être présent et puis voilà, c'est aussi mon côté artistique pour le coup, et puis c'est aussi grâce à l'art qu'on peut faire passer des messages, donc ce projet me tient beaucoup à cœur. C'est un petit peu la conclusion de mon parcours. Tu peux peut-être dire ton site internet pour que les gens aillent voir. Ouais, c'est sens-sensibilisons.fr. Ok, voilà. Parfait. Et le documentaire, tu le mettras sur ton site ? Alors, pas pour l'instant. Sur mon site, j'ai que le teaser, puisque en fait, moi, j'ai pas du tout de statut associatif. Hein, c'est via mon statut d'artiste, quoi. Pour le coup, l'idée, c'est quand même de pouvoir trouver des lieux d'expo pour diffuser l'expo et faire passer le message. Et puis, si j'en trouve pas, peut-être que d'ici 1 an, je me dirais je lance le docu, tant pis. C'est pas grave. Il y en a un beau lieu d'expo là ici. On peut peut-être voir les œuvres des écoles des beaux-arts autour. Tu peux peut-être mettre la cam de chez Cédric. Ah non, il est parti. Donc Clément va nous montrer tout ça. T'avais une question, Morgane, aussi ? Oui, du coup, c'était pour Adèle, ma question. Parce que tout à l'heure, du coup, Émilie, vous avez dit que c'était une artiste. Et du coup, j'aurais aimé savoir, du coup, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te plaît. Nous rentrons sur un sujet qui fait partie de ce que je parlais dans le sens des choses des phases où je suis trop sur quelque chose. Je suis beaucoup dans le dessin, que ce soit en digital ou en traditionnel. Et je crée notamment des costumes. Donc je couds et je fabrique avec de la mousse, etc. Franchement, trop chouette. Ok, et tu fais ça, sur ton temps libre ?
Ouais, un peu trop sur mon temps libre. Ouais. Mais... C'est là-dedans que tu te fous, Oui, tu te c'est fous ça. à fond des fois. C'est ça. Et C'est ça. ouais, l'art, ça t'intéresse? T'as envie de faire une formation là-dedans après? Ouais, j'aimerais bien faire une école d'art, si possible les beaux-arts, ou alors une école d'art pas loin d'ici. Mais pas trop spécialisée non plus dans le dessin, plutôt vraiment global, et m'ouvrir à plein de choses. Ouais. Plein de choses différentes. Ok. Oui, je suis déjà en section artistique aussi à Canto. C'est vrai? Oui, en Trop bien. filière artistique. Ok. Bon. Et tu fais quoi là-bas? Du design surtout. Ok. Donc c'est pas vraiment ce que je veux faire plus tard, mais ça m'aide toujours à trouver des idées, à découvrir plein de choses, etc. Donc c'est cool. Bon, en tout cas, vous voulez rajouter un mot peut-être? Ouais, vas-y Cédric, je t'en prie. T'as pas beaucoup entendu. Non, on a parlé de diagnostic. Moi, ce que je voudrais dire peut-être à ceux qui nous regardent, c'est si vous avez le moindre doute, il faut surtout pas aller hésiter à consulter. C'est pas parce que on rentre pas dans toutes les cases que voilà que. Et puis l'autisme, c'est pas une fin en soi non plus. C'est faut pas en avoir peur. Il faut se renseigner. T'étais un bon exemple de ça. Et on a trop une mauvaise image. Il y a Joseph Chauvenet qui disait on est entre le monstre qui bave et le génie, sauf que c'est pas du tout ça. Voilà, c'est un large spectre. Il faut surtout pas y aller et les enfants, ils peuvent se faire aider, notamment dans le superbe travail que font les éducateurs. Là. Ouais. En tout cas, merci à tous. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous d'être venus là. Petit applaudissement. Allez.